à la saga des cas cliniques. En commençant par un patient au grand cœur, et donc je vais appeler le docteur Marie-Laure Bessoua, donc qui est une ancienne interne de l'unité hypophyse du docteur Christelle Jublan de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter un cas clinique intitulé « Un patient au grand cœur ». Alors, il s'agit d'un patient de 70 ans qui est d'origine arménienne et qui est en France depuis 2019. Il est tabagique sevré, il n'a pas d'intoxication éthylique, il est hypertendu depuis 2002 et il a une cardiomyopathie dilatée initialement à coronaire saine avec une dysfonction sévère du ventricule gauche pour lequel il a bénéficié d'un défibrillateur automatique implantable depuis 2013. Alors, c'est un patient qui a été hospitalisé à plusieurs reprises dans le service de cardiologie, notamment en 2020 pour des troubles du rythme ventriculaire ayant nécessité des cardioversions. En novembre 2021, pour un orage rythmique, à l'occasion de cet épisode, on a réalisé une échographie transthoracique qui mettait en évidence une volumineuse insuffisance mitrale massive avec une dysfonction sévère du VG et une dilatation massive de l'oreillette gauche. Il n'y avait pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. En fait, sur ces images, j'ai essayé de montrer en fait la dilatation massive de l'oreillette gauche et du ventricule gauche avec l'insuffisance mitrale au Doppler qu'on pouvait observer. Par la même occasion, on avait découvert chez ce patient une sténose monotronculaire de la coronaire droite et le patient il a eu un stent actif et un remplacement mitral et tricuspide en mai 2022. Alors, selon vous, quelles sont les causes endocrinologiques devant cette cardiomyopathie dilatée? Eh bien, devant cette cardiomyopathie dilatée, on peut évoquer un certain nombre de causes. Donc, le syndrome de Cushing, l'acromégalie, le phéochromocytome, les dysthyroïdies et également l'hypocalcémie. Alors, ce qu'il faut savoir, retenir par rapport à ces cardiomyopathies dilatées de causes endocrinologiques, c'est qu'elles sont réversibles. Lorsqu'on les traite, elles sont vraiment réversibles, sauf l'une d'entre elles, donc l'acromégalie, qui, au stade de cardiomyopathie dilatée, est une cause irréversible. Et en fait, notre patient, il est acromégale. C'est une acromégalie qui a été diagnostiquée en novembre 2002 en Arménie sur un syndrome dysmorphique, sur une hypertension artérielle pour laquelle le patient avait été consulté. Les IGF-1 et l'IRM initial n'étaient pas connus. Et curieusement, il a été traité initialement par bromocriptine et ce traitement a été switché par Dostines en 2018. La dernière IRM a été réalisée en 2012, mais on ne l'a pas vu. Il a été suivi en Arménie jusqu'en 2019, avant son arrivée en France, et on n'avait pas de dosage d'IGF-1 qui était disponible durant le suivi. Cliniquement, on l'a vu en hôpital le jour, il avait un syndrome dysmorphique qui est assez majeur, avec les rides frontales qui sont assez marquées, ainsi que les signaux nasogéniens, l'hypertrophie de l'os nasal et un léger prognathisme qu'on ne voit pas forcément. Il a également des mains qui sont vraiment épaissies et boudinées. Alors, sur le plan hormonal, on avait une IGF-1 qui était à 376 nanogrammes par ml et il ne freinait pas à l'hyperglycémie provoquée par voie orale. La prolactine était effondrée, il y avait une insuffisance gonadotrope et le bilan thyroïdien était normal. Sur le plan imagerie, on avait au niveau de l'IRM un élargissement de la selle turcique avec une franche déviation de la tige pituitaire vers la gauche. Il n'y avait pas de compression des voies visuelles. Et au niveau du bilan visuel, l'acuité visuelle était conservée. On avait un amincissement des fibres nerveuses au niveau de l'OCT et sur le champ visuel, un léger élargissement de la tache aveugle au niveau de l'œil gauche. En parlant de retentissement de son acromégalie, en plus des complications cardiaques, il a une hypertension artérielle, une intolérance au glucose, un SAS appareillé depuis 2013, un nodule thyroïdien qui était classé TIRADS 3. Et devant ce tableau, on a décidé d'introduire de la somatuline car l'IGF-1 était élevé et on a décidé d'arrêter le Dostines qui est un dérivé de l'ergot de seigle, donc contre-indiqué pour ces pathologies cardiovasculaires. Alors, on l'a revu
quelques mois après, en consultation avec une IGF-1 qui était toujours non contrôlée après 3 injections de somatuline, il avait toujours une prolactine effondrée parce que l'arrêt du doxinès n'a pas été effectif. Et après discussion en staff de service, on a décidé de rajouter à la somatuline du Somavert. Alors, l'acromégalie, c'est une pathologie qui est assez rare et en rapport le plus souvent avec un adénome hypophysaire à GH. Et le plus souvent, il existe un retard diagnostique d'une dizaine d'années entre le début des symptômes et le diagnostic de la maladie, ce qui laisse la place aux complications de s'installer. Et si les complications cardiaques sont présentes au diagnostic, le taux de mortalité a été estimé à 100% à 15 ans selon cette étude de Colao et collaborateurs, et la mortalité à 1 et à 5 ans pour les patients avec insuffisance cardiaque était respectivement de 25 et de 37,5% selon cette étude de Clinical Endocrinology en 2016. L'incidence cumulée des complications cardiovasculaires de l'acromégalie a été évaluée dans cette étude qui a inclus 9 874 patients acromégales qui ont été suivis pendant 12 ans. Et on peut voir que l'incidence de la fibrillation atriale, de l'insuffisance cardiaque congestive et des décès de toutes causes confondues étaient plus élevés chez les patients donc acromégales par rapport aux patients contrôle avec des p-values qui étaient statistiquement significatives. Mais par contre, pour les critères composites, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral et accident vasculaire cérébral, il n'y avait pas forcément de différence statistiquement significative les 10 premières années, mais on peut voir qu'à partir de 10 ans d'évolution, les courbes commencent à se séparer en faveur de l'acromégalie. Et pour le critère infarctus du myocarde, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre le groupe cardio-acromégalie et le groupe contrôle. Alors, il faut savoir que dans les situations physiologiques, il y a l'IGF-1 qui va stimuler la voie PI3-AKT, qui est une voie plutôt protectrice sur le plan cardiovasculaire, donc qui va réduire la résistance vasculaire et diminuer le stress oxydatif. Maintenant, en cas d'excès d'IGF-1 de GH, on va avoir l'activation de la voie MAP kinase qui va activer, elle, les cytokines pro-inflammatoires et entraîner une dysfonction endothéliale. Ce sont ces 2 facteurs-là qui vont ensemble être à l'origine de la mise en place des facteurs de risque cardiovasculaire, des comorbidités cardiovasculaires et aussi des complications cardiovasculaires. D'un point de vue éthiopathogénique, l'excès de GH et d'IGF-1 va par le biais des récepteurs qui sont exprimés au niveau cardiaque entraîner une augmentation du débit cardiaque, une hypertrophie concentrique biventriculaire, une dysfonction systolique et diastolique pour aboutir à la cardiomyopathie acromégalique. Et si rien n'est fait, on va avoir l'évolution vers l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme et les valvulopathies. De la même manière, au niveau vasculaire, on va avoir par le biais des récepteurs des modifications vasculaires qui vont être à l'origine de l'hypertension artérielle. Et par ailleurs, il y a l'excès de GH et d'IGF-1 qui va augmenter la rétention hydrosodée, favoriser la mise en place de certains facteurs de risque cardiovasculaire. Et tout cet ensemble va contribuer à aggraver les pathologies cardiovasculaires. Donc la cardiomyopathie acromégalique, c'est l'hypertrophie biventriculaire, la dysfonction diastolique, la dysfonction systolique qui va aboutir à l'insuffisance cardiaque. Donc les symptômes vont aller d'un stade asymptomatique à une dyspnée d'effort puis de repos. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que jusqu'au stade d'hypertrophie, de dysfonction systolique, diastolique, c'est encore des stades qui sont réversibles. Mais à partir du moment où on atteint le stade de cardiomyopathie dilatée, on ne peut plus rien faire pour le patient. C'est un stade qui est totalement irréversible. Alors, les valvulopathies, elles sont fréquentes dans la littérature chez les patients acromégales et l'hypothèse qui a été émise, c'est une expression accrue de la matrice des métalloprotéinases, une synthèse accrue également des protéoglycanes et de collagène au niveau des valves.
Alors, on voit bien sur cette étude qui montre un peu l'impact de la durée de l'acromégalie sur la prévalence des valvulopathies, qu'elles apparaissent après au moins 6 ans d'évolution de la maladie et leur prévalence augmente en fait en fonction, plus la durée de l'acromégalie augmente, plus la prévalence des valvulopathies augmente. Et on voit que c'est les valvulopathies aortiques qui sont les plus fréquentes et les valvulopathies mitrales n'apparaissent qu'après plus de 15 ans d'évolution de la maladie. Alors, pour ce qui est des arythmies, également la durée de l'acromégalie c'est un facteur qui favorise en fait la survenue des arythmies. Et également, il y a l'allongement du QT qui est un facteur qui augmente le risque d'arythmie. Alors, la cardiopathie ischémique a une prévalence qui n'est pas différente de la population générale. Et en fait, le risque de coronaropathie a été imputé pas directement aux effets de la GH et de l'IGF-1, mais en fait aux facteurs de risque cardiovasculaires qui sont développés en cas d'excès de GH et d'IGF-1. Donc, en traitant ces facteurs de risque cardiovasculaire, on arrive donc à éviter, diminuer le risque de coronaropathie chez les patients acromégales. Alors, quand est-ce qu'il faut dépister? Donc, selon le consensus français de 2009 de Chanson et collaborateurs, c'est au diagnostic avec les mesures répétées de la tension artérielle, l'électrocardiographe, l'échocardiographe, avec des mesures précises de la fonction diastolique, le rapport E/A, la fonction d'éjection du ventricule gauche, les épaisseurs du septum interventriculaire et les valves. Si l'acromégalie est bien contrôlée, c'est un bilan qu'il faut espacer, mais quand il n'est pas contrôlé, c'est un bilan qu'il faut faire de façon annuelle. Il y a également un consensus qui a été établi par d'autres chercheurs, donc Melmed et collaborateurs en 2013. C'est toujours les mêmes tests diagnostiques, mais eux, ils ont rajouté l'échodoppler artériel et veineux du système vasculaire pour permettre de dépister les pathologies vasculaires. Donc, c'est un bilan à faire de façon annuelle également si l'acromégalie n'est pas contrôlée. Alors, pour ce qui est des traitements, la chirurgie va permettre d'améliorer l'indice de masse du ventricule gauche, la fonction diastolique et la fraction d'éjection systolique, d'après cette étude qui a été publiée dans le JCEM en 2011, et va également permettre d'améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire. Comme on voit dans cette étude qui inclut 127 patients acromégales qui ont été opérés par voie transphénoïdale et suivis pendant 12 mois, on a une amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, mais vraiment chez les patients qui initialement étaient à très haut risque cardiovasculaire. Ça, c'est l'exemple des patients hypertendus avant la chirurgie. On voit qu'il y a une différence statistiquement significative dans la réduction du risque de l'hypertension artérielle après la chirurgie. Pareil, les analogues de la somatostatine vont avoir des effets bénéfiques sur les paramètres cardiovasculaires, comme le montre cette méta-analyse qui collégie 18 études analysant l'effet du traitement par octréotide et l'enréotide. On voit qu'on a une amélioration sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle diastolique et systolique, l'épaisseur du septum interventriculaire, l'hypertrophie du mur postérieur du ventricule gauche, la fraction d'éjection systolique ainsi que la tolérance à l'effort. Alors, concernant les antagonistes des récepteurs de la GH, on a une amélioration également de l'indice de masse du ventricule gauche, la fonction systolique et la fonction diastolique. Et en fait, dans cette étude qui inclut 13 patients qui ont été traités par pegvisomant et qui ont été suivis pendant 18 mois, on voit bien l'amélioration de l'indice de masse du ventricule gauche, la fraction d'éjection systolique avec des différences qui étaient statistiquement significatives. Alors, quand on compare les analogues de la somatostatine et la chirurgie en traitement initial chez les personnes qui ont une cardiomyopathie acromégalique après 12 mois, on voit effectivement que chez les patients traités par analogue de la somatostatine, il y a une amélioration de la prévalence de l'hypertrophie ventriculaire, de la fonction diastolique et systolique
sont améliorées avec des p-values qui sont statistiquement significatives, alors que chez les patients traités chirurgicalement, on n'a pas de différence significative. On a également, comme on peut voir sur cette figure, chez les patients qui sont traités par analogue de somatostatine, on voit effectivement qu'il y a une amélioration de l'indice de masse du ventricule gauche qui est meilleur chez ces patients-là par rapport à ceux traités par chirurgie. Et c'est pareil pour la fonction diastolique et la fraction d'éjection systolique. En conclusion, l'atteinte cardiovasculaire est la complication qui est la plus répandue de l'acromégalie. C'est la première cause de mortalité. Et il est rare de retrouver toutes ces complications-là chez un même patient. C'est l'intérêt de notre travail, notre cas clinique. Et ça, il soulève également l'intérêt du dépistage précoce de l'acromégalie et des complications cardiovasculaires avant le stade d'irréversibilité et surtout également le contrôle de l'IGF-1. Et la normalisation de la GH et de l'IGF-1 permettent d'améliorer les paramètres cardiovasculaires et donc le pronostic de ces patients. Nous sommes à la fin de notre présentation. Merci. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire, toi qui as bien refait toute la littérature, à nos collègues cardiologues sur, je ne sais pas, sur la pathologie cardiaque qui pourrait les orienter à la recherche d'une acromégalie? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on pourrait avoir comme message auprès des cardiologues, à part regarder les patients? Ouais, parce que là, quand même, votre patient, en effet, il faut le regarder, c'est bon, ça vaut. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je dirais que c'est d'abord les signes cliniques. C'est l'examen clinique du patient qui va permettre d'orienter vers une étiologie donnée. Parce que toutes les causes endocrinologiques de cardiomyopathie dilatée ont quand même des signes qui sont assez spécifiques cliniquement. Donc, c'est l'examen clinique, je pense, qui permettra de penser à ces causes endocrinologiques-là. Merci beaucoup, bravo. Je présente le docteur Pierre Bellassène, qui est chef de clinique dans le service de nutrition à la Pitié-Salpêtrière. Alors la nutrition, c'est toujours une prise en charge très globale, mais donc là, on va passer d'une dyspnée qui mène à une greffe de peau. Bien, bonjour. Je vais vous présenter effectivement le cas d'une personne qui s'est présentée aux urgences pour une dyspnée. Et cette dyspnée, avec des complications en chaîne, a mené à une plaie très sévère de la cuisse qui a nécessité une greffe de peau. Et en fait, cette personne, elle présente une autre caractéristique, c'est qu'elle présente une obésité sévère, une obésité même très sévère. Vous allez voir que ça a beaucoup joué dans l'évolution de sa pathologie aiguë. Et ce cas illustre les difficultés que rencontrent, certaines des difficultés en tout cas que rencontrent les personnes en situation d'obésité après un événement médical aigu. Donc voilà, cette personne, en fait, c'est une patiente de 30 ans qui a un poids de 245 kg, un IMC à 80. Donc ça, c'est l'expertise de notre service de nutrition. Mais cette personne, elle a présenté, comme vous le voyez, une plaie très sévère de la cuisse. Ça, c'est moins notre expertise. Et je vais vous expliquer comment cette personne en est arrivée là et est arrivée du coup à être prise en charge dans notre service. Donc cette personne de 30 ans a fait pour principaux antécédents cette obésité, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Elle travaillait, elle vivait chez ses parents, elle avait un statut particulier auprès de la MDPH. Et puis donc fin septembre 2021, elle a consulté aux urgences pour une dyspnée au moindre effort. Elle était, en arrivant aux urgences, tachycarde. Ils ont réalisé un bilan avec un gaz du sang qui a retrouvé une petite hypoxémie, un effet Shunt. Du coup, ils ont pensé à l'embolie pulmonaire, bien sûr. Ils ont donc réalisé des dédimères qui étaient positifs, qui sont souvent positifs dans les situations d'obésité sévère. L'écho-doppler des membres inférieurs ne retrouvait pas de phlébite. Et puis, donc, ils avaient une forte suspicion d'embolie pulmonaire, mais en raison du poids de cette personne, ils n'ont pas pu réaliser un angioscanner thoracique et n'ont donc pas pu affirmer le diagnostic. Devant cette situation, ils ont transféré la patiente en cardiologie et débuté un traitement, une anticoagulation de façon empirique. Donc une anticoagulation initialement par héparine et avec un relais par AVK
avec une dose de coumadine à 10 mg initialement. Dans les suites proches, il y a eu un surdosage donc, en AVK avec un INR mesuré à 5,5. Et puis, il y a eu l'apparition d'une douleur de la cuisse avec une plaie et un syndrome inflammatoire assez important puisqu'il y avait une CRP au-delà de 200. Là encore, les examens d'imagerie étaient limités puisque on ne pouvait toujours pas faire de scanner. Donc, l'échographie autour de cette plaie a révélé une infiltration des parties molles. Donc, a posteriori, on a suspecté un hématome favorisé par le surdosage en AVK avec une surinfection. Une antibiothérapie a été débutée pendant une durée de 3 semaines avec une amélioration du syndrome inflammatoire et des signes généraux, mais une évolution défavorable sur le plan cutané avec apparition de phlyctène et d'un décollement. Et donc, on aboutit à cette plaie de la cuisse avec, comme vous le voyez, une nécrose centrale et une perte de substance circonférentielle. Donc, vous savez vraiment, c'est sa peau qui s'est nécrosée au milieu. Devant une plaie de cette ampleur, les médecins qui s'occupaient de cette patiente ont évidemment contacté des services d'orthopédie qui ont tous refusé de prendre en charge cette patiente en raison de son poids. Ils ont ensuite contacté l'équipe d'orthopédie de la Pitié qui a accepté à la condition que la patiente soit prise en charge dans notre service, soit hospitalisée dans notre service de nutrition. À l'arrivée dans le service, on a constaté un autre facteur qui était que cette personne qui faisait 245 kg au départ était en fait pesée à 227 kg, soit une perte de 18 kg en l'espace de 6 semaines, soit une perte de 7% de son poids. Quand on l'interroge, on a réalisé qu'elle mangeait environ 1500-1800 calories par jour lorsqu'elle était hospitalisée. Elle avait une hypoalbuminémie dans un contexte évidemment de syndrome inflammatoire. Et suite à 6 semaines d'alitement, elle avait perdu complètement son autonomie. Je rappelle qu'elle était autonome auparavant, qu'elle pouvait marcher, qu'elle travaillait et était depuis complètement grabataire. Elle présentait donc une situation de dénutrition sévère. Donc, très brièvement, ce qui a été réalisé en premier dans le service, c'est de contacter le centre, le seul centre où il est possible de réaliser un examen d'imagerie, mais où c'est possible, c'est-à-dire le service de radiologie de l'HEGP, où il y a un scanner qui va jusqu'à 250 kg et qui a permis de réaliser en fait une imagerie de la cuisse ainsi qu'une imagerie thoracique qui n'a pas retrouvé, alors 6 semaines après, d'embolie pulmonaire. Le scanner révélait au niveau de la plaie de la cuisse droite un aspect de cellulite de la face interne sans collection. Donc il y a eu une prise en charge de cette plaie, donc je vous passe les détails, mais qui a été fait en collaboration avec le service d'orthopédie de la Pitié, avec initialement des transferts au bloc opératoire pour la confection du pansement. On a très rapidement posé un VAC chez cette personne, donc elle a dû être 3 fois endormie pour faire le pansement. Ensuite, les pansements ont été réalisés au lit par les internes d'orthopédie qui venaient dans le service de nutrition, et ceci a duré pendant plus d'1 mois. L'autre partie importante de la prise en charge a été la prise en charge de la dénutrition, avec une augmentation de ses apports grâce à une supplémentation que je vais détailler après, jusqu'à 2800 calories par 24 heures. L'évolution de la plaie, la voilà. Donc vous voyez l'évolution de la plaie qui recommence après réfection de la nécrose, qui recommence à bourgeonner. Et puis, ce que vous voyez tout au bout, c'est la plaie après la greffe de peau qui a été réalisée cette fois par l'équipe de chirurgie plastique de Tenon qui s'est déplacée à la Pitié-Salpêtrière pour réaliser cette intervention. La prise en charge ne s'arrête pas là, puisque après 2 mois d'hospitalisation, cette patiente était toujours malheureusement grabataire, n'avait pas du tout récupéré son autonomie. Et donc, on a contacté là encore une des seules structures qui est à même de s'occuper de la rééducation chez des patients avec un tel poids. Et donc, notamment le SSR de l'hôpital maritime de Berck, qui a pris en charge la patiente pendant 5 mois. 5 mois avec de la kinésithérapie quotidienne, les soins de la plaie bien sûr,
un accompagnement psychologique et psychomotricité. Donc l'évolution, elle est favorable après 7 mois d'hospitalisation, puisque vous voyez que la plaie a ensuite entièrement cicatrisé. La patiente a retrouvé sa mobilité, les transferts, la marche, la toilette. Elle a participé à des groupes de marche à l'hôpital de Berck jusqu'à 3 km. Et elle a aussi, pendant cette prise en charge, bénéficié de l'accompagnement psychologique avec une amélioration de l'estime de soi et de ces troubles du comportement alimentaire que je n'ai pas détaillés. Ce n'était pas trop l'objet. Alors, finalement, comme je vous disais, ce cas, il illustre certaines des difficultés qu'on rencontre et que rencontrent ces patients qui ont une obésité sévère suite à un événement aigu. Le premier, c'est le manque d'équipements et de recommandations adaptées. Comme vous le constatez, il y avait l'impossibilité initiale de réaliser l'angioscanner thoracique qui aurait pu déterminer si cette patiente avait réellement une embolie pulmonaire ou pas. Après, on peut aussi dire qu'il y avait peut-être des alternatives, éventuellement la réalisation d'une scintigraphie pulmonaire. Finalement, il y avait des centres qui pouvaient réaliser cet examen de radiologie. Le choix et le dosage des médicaments. Pourquoi débuter une dose aussi forte d'anticoagulants? Évidemment, la patiente est en obésité. On rappelle qu'une dose classique d'introduction de coumadine, c'est plutôt dans les 5 mg. Pourquoi ne pas avoir recouru au NACO? En fait, il n'y a pas véritablement de recommandations consensuelles là-dessus, mais certaines études relativement récentes montrent que les NACO ont une efficacité comparable aux AVK chez les patients en obésité, avec moins d'accidents hémorragiques. Alors bien sûr, ça concerne des patients avec une obésité autour d'IMC 40. IMC 80, il n'y a évidemment pas suffisamment de données. L'autre difficulté qui est illustrée ici, c'est la prise en charge de la dénutrition chez ces personnes en obésité sévère. Si on se base par rapport aux apports recommandés chez une personne qui a une plaie en cours de cicatrisation, on parle classiquement de 30 à 35 kcal de poids corporel. Alors évidemment, si on applique ce calcul à notre patiente, ça aboutirait à des apports de 7000 calories par jour, ce qui est évidemment pas du tout souhaitable. On peut quand même mettre en balance par rapport aux apports qui étaient fournis à la patiente en cardiologie, c'est-à-dire 1500-1800 calories par jour. Alors la vérité se trouve sans doute entre les deux. Il n'y a pas véritablement de consensus sur comment calculer les besoins énergétiques chez une patiente avec une telle obésité, mais on peut utiliser ce qu'on appelle le poids ajusté. En pratique, ce poids, il est calculé à partir du poids idéal de la patiente par rapport à un IMC 22 ou 25 selon les équations. Et on va additionner à cela la différence entre le poids réel, mesuré, et le poids idéal, multiplié par un facteur de correction qui va de 0,25 à 0,5 selon que l'on souhaite éviter tout risque de dénutrition ou qu'on peut se permettre une légère perte de poids chez les patients. Donc avec ce poids ajusté auquel on va ensuite appliquer par exemple la formule de Harris et Benedict, eh bien, on a déterminé chez cette patiente des besoins énergétiques de 2860 kcal par jour, ce qui est ce qu'on a du coup ensuite visé comme objectif et qu'on a réalisé sans nutrition artificielle, car simplement en enrichissant ces plateaux et en apportant des compléments nutritionnels oraux, on y a pu y arriver. L'autre difficulté, c'est la perte d'autonomie chez ces personnes avec une obésité sévère. Ces personnes mobilisent beaucoup de soins, de personnel pour la toilette, pour les transferts. Il faut un matériel adapté, des lits adaptés, des lève-malades, des fauteuils adaptés. Il y a très peu de structures de rééducation qui peuvent prendre en charge ces personnes. Et puis, la durée du séjour, comme vous l'avez pu le constater, elle est souvent démultipliée. Et puis, un autre élément qu'on peut mettre en lumière, c'est quand même sans doute la part de la stigmatisation de l'obésité chez ces personnes, avec la difficulté de réaliser les examens, mais finalement, ce n'est pas non plus impossible. Pas de prévention de la dénutrition chez une personne en obésité sévère qui a une plaie. On peut se dire que dans certains cas, on peut penser qu'une personne en obésité qui perd du poids, c'est toujours favorable, mais évidemment, dans une situation à risque par rapport à une cicatrisation, il est très important de lutter contre la dénutrition, même quand on a un IMC à 80. Refus de prise en charge, pourquoi ? Finalement, on peut toujours, normalement, louer du matériel adapté à une personne qui a un poids de 250 kg.
Et puis la patiente nous a évidemment rapporté, et ça c'est le quotidien de ces personnes, des propos stigmatisants tout au long de sa prise en charge et en fait même bien avant dans sa vie. Donc voilà, je termine en remerciant toutes les personnes qui se sont occupées de cette patiente et notamment Flora Lambert qui était interne dans le service quand cette patiente a été hospitalisée et avec qui nous avons publié le cas de cette patiente dans la revue Obesity Facts. Et puis je remercie également l'équipe paramédicale du 4e étage qui s'occupe au quotidien de ces patients. Alors merci beaucoup. Ça représente très bien la complexité dans toutes les dimensions de la prise en charge de ces patients. Est-ce que vous avez des questions? Pour les dernières nouvelles. Alors, je ne vais pas vous passer tous les détails puisqu'il y a eu des événements ensuite, mais moi j'ai revu cette patiente il y a quelques mois. Donc elle est venue sur ses pieds, elle marche. Donc après, elle a des difficultés personnelles psychologiques. Les troubles du comportement alimentaire qui sont beaucoup revenus. Donc maintenant, on retourne à la prise en charge, nous qu'on a plus l'habitude. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'évolution de sa plaie, ça a vraiment très très bien évolué et c'est complètement résolu maintenant. Ok, super. Merci, encore bravo. Alors, nous enchaînons avec Franck Fan. Donc Franck Fan, il est ancien chef de clinique de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, actuellement en post-doc dans le laboratoire de Fabienne Fouffel. Et il va nous présenter le cas d'une décompensation cétosique pas comme les autres. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous rapporter l'histoire d'une décompensation cétosique pas comme les autres. C'est l'histoire donc de Madame M, une jeune patiente de 25 ans, suivie dans le service pour un diabète de type MODY 3. Qui a été découvert à l'âge de 14 ans. Elle n'a pas d'autres antécédents notables et elle est traitée par sulfamide hypoglycémiant. En raison en fait, d'hypoglycémie répétée, le traitement a été changé. Donc elle a eu un schéma insulinique optimisé à la dose de 0,25 unités kg par jour. C'est une petite dose d'insuline qui montre qu'elle avait quand même une insulinosécrétion qui était encore présente. Avec ce schéma-là, le diabète était à peu près contrôlé, était très bien contrôlé puisque l'hémoglobine glyquée était inférieure à 7,5%. Donc elle continue avec ce schéma insulinique jusqu'à l'âge de 22 ans où elle a pris du poids, elle a présenté une surcharge pondérale avec un IMC à 27 kg par mètre carré. Donc devant cette surcharge pondérale, elle a décidé de pratiquer le régime cétogène pour essayer de perdre du poids. Donc, objectif réussi puisqu'elle a perdu 10 kg, mais avec ça, elle a déséquilibré son diabète puisque l'hémoglobine glyquée fluctuait entre 7,8 et 8,7%. On a adapté son traitement. Donc, on a arrêté le schéma basal-bolus et on l'a mis sous metformine 850 matin et soir avec une dose d'insuline lente journalière. À l'âge de 25 ans, avec tout ça, l'hémoglobine glyquée n'était toujours pas satisfaisante puisqu'elle avait 8,6%. Et à ce moment-là, arrivait sur le marché français une nouvelle famille thérapeutique représentée par les inhibiteurs du SGLT2. On s'était dit, pourquoi pas chez cette patiente, puisque c'est un médicament qui ne donne pas d'hypoglycémie et qui fait perdre du poids. Jackpot, on l'a mis sous dapagliflozine et on a arrêté en fait l'insuline lente et la metformine. Donc à J50 de l'introduction de la dapagliflozine, alors que la patiente ne rapportait aucun symptôme initialement, elle a lu la notice d'emploi qui alertait en fait sur le risque d'apparition d'acidocétose euglycémique. Elle a donc fait un contrôle de la cétone capillaire qui était à 3,8 millimoles et la panique, elle s'était dit, je vais vérifier ma glycémie. La glycémie était à 1,61 g. Donc on est devant un cas en fait d'une décompensation cétosique normoglycémique, elle n'est pas en hyperglycémie. Elle contacte le service de diabéto dans lequel elle est hospitalisée. On élimine donc la grossesse, une cause infectieuse, la consommation excessive d'alcool. Elle a eu le droit au gaz du sang qui montrait un pH normal, mais une réserve alcaline en fait, qui commençait à diminuer puisque les bicarbonates étaient à 20 millimoles par litre. Donc, comme traitement, on a suspendu la dapagliflozine et on a mis en place le schéma insulinique
par des bolus de rapide répétés toutes les 3-4 heures avec un apport concomitant de jus de fruits pour prévenir les hypoglycémies puisqu'elle n'était pas en hyperglycémie. Donc, au bout de 3 cycles d'injection d'insuline rapide, elle a pu rentrer à la maison avec une cétonémie qui s'était négativée à 0,9 mmol par litre. Et on a changé son traitement et on est revenu en fait à un traitement par metformine 850 matin et soir avec une dose d'insuline lente par jour. Rétrospectivement, quand on l'a réinterrogée, elle dit qu'effectivement, elle avait présenté une asthénie, des myalgies diffuses et des troubles de la concentration. Donc, elle rentre chez elle à ce moment-là et 48 heures après l'arrêt de la dapagliflozine, elle refait un contrôle de l'acétone qui est à 3 mmol par litre. Donc, elle se présente aux urgences de la Pitié-Salpêtrière et rebelote. Elle a eu le droit à du gaz du sang une deuxième fois qui était normaux. Et ils ont reproduit en fait notre protocole d'insuline rapide, donc 3 cycles avec apport de glucides concomitants pour prévenir les hypoglycémies. Elle est rentrée chez elle à nouveau avec son traitement habituel, metformine 850 et insuline lente. Alors, comment est-ce qu'on explique en fait cette récidive de la décompensation cétosique alors que la patiente nous a certifié qu'elle ne prenait plus la dapagliflozine et qu'elle faisait bien son injection d'insuline lente? Eh bien, on est retourné dans nos cours de pharmacodynamie. On a regardé que le temps de demi-vie de la dapagliflozine était de 13 heures et qu'il faut 5 temps de demi-vie pour éliminer complètement de l'organisme le médicament. Donc 5 fois 13 heures, je vous laisse faire le calcul, mais on reste bien toujours dans les délais impartis. Donc, est-ce que c'était une bonne idée à la base? Eh bien, l'intention était bonne. Pourquoi? Parce que dans ce papier paru en 2017, où les auteurs ont traité des patients qui ont un diabète maudit 3 et des patients qui ont un diabète typique, un diabète de type 2, eh bien, ils ont regardé qu'après une seule dose de prise de la dapagliflozine, les patients qui avaient un maudit 3 ils induisaient une glucosurie plus importante. Ils induisaient une glucosurie plus importante chez les patients qui étaient traités par inhibiteur du GLT2, chez les patients maudit 3 par rapport aux patients diabétiques de type 2. Donc on s'était dit, pourquoi pas, ça pouvait représenter une alternative thérapeutique chez les patients maudit 3, mais je vous attire sur le fait que c'était une étude en fait, qui était à très court terme, puisque c'était après seulement une dose de dapagliflozine, et les changements en fait, de la glucosurie a été évalué à J+1. Donc on n'avait pas les effets à moyen et à court terme, à moyen et à long terme. Donc, un petit mot sur le diabète maudit 3 pour les plus jeunes. C'est le plus fréquent en fait, des diabètes maudits. C'est secondaire en fait, à une mutation HNF1-alpha. C'est une transmission autosomique dominante. La pénétrance est initialement incomplète, puisque à l'âge de 25 ans, la pénétrance est de 65%, mais avec l'âge, ça augmente. Donc, à 55 ans, la pénétrance elle est quasiment complète, puisqu'elle est à 95%. Initialement, au moment du diagnostic, ça peut évoquer un diabète de type 1, mais il n'y a pas le terrain d'auto-immunité et l'acidocétose est rare. C'est plus fréquemment, en fait, ça évoque un diabète de type 2 de survenue précoce, sans franc marqueur d'insulinorésistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le terrain de surcharge pondérale, pas les autres facteurs de risque cardiovasculaire comme la dyslipidémie associée au syndrome métabolique, le fameux hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie. Le diabète maudit 3 il est caractérisé par une bonne sensibilité, ça répond bien en fait aux sulfamides hypoglycémiants. L'insulinosécrétion est altérée dans le diabète de maudit 3 et il peut y avoir en fait de temps en temps une glucosurie. La glucosurie en fait elle est expliquée par le fait que le gène HNF1-alpha module l'expression du SGLT2. Donc ça pouvait être un peu contradictoire puisque les patients maudit 3 ont moins de SGLT2 au niveau du rein. Mais avec le papier précédent que je vous ai montré, quand on leur donne une dose d'inhibiteur du SGLT2, on induisait une glucosurie plus importante. Donc ça pouvait représenter une alternative thérapeutique intéressante. Mais comment est-ce qu'on explique le mécanisme de la décompensation cétosique sous inhibiteur du SGLT2? Eh bien, quand on prend un inhibiteur du SGLT2, on induit une glucosurie. La glucosurie va faire diminuer la glycémie, et en diminuant la glycémie, on va induire un rétrocontrôle négatif au niveau des cellules bêta, donc on va diminuer la sécrétion d'insuline. Il a été également rapporté que les inhibiteurs du SGLT2 peuvent faire augmenter le glucagon. Donc on modifie notre ratio insuline sur glucagon, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au niveau du tissu adipeux, on va induire une lipolyse accrue, donc on va relarguer dans le système portal en fait, des acides gras non estérifiés qui vont être transportés vers le foie.
Le foie, voyant cet acide gras arriver, il va faire de la cétogénèse, donc produire des corps cétoniques qui vont être relargués dans la circulation sanguine. Donc ça augmente en fait les corps cétoniques au niveau de la circulation sanguine. Et au niveau rénal, on diminue la réabsorption du sodium. Et le mécanisme physiopathe n'est pas encore très clair, mais en tout cas, on diminue la clairance des corps cétoniques et on augmente la réabsorption des corps cétoniques au niveau du rein. Tout ceci contribue en fait à l'augmentation des corps cétoniques au niveau systémique. Et chez notre patiente, en plus des inhibiteurs du SGLT2, elle pratiquait en plus le régime cétogène. Donc ceci a contribué en fait à la décompensation cétosique normoglycémique chez notre patiente MODY 3. Est-ce qu'il existe des précautions d'emploi en fait des inhibiteurs du SGLT2? La réponse est oui. Pour l'instant, en fait, dans les séries, la survenue d'acidocétose euglycémique reste un événement quand même relativement rare, puisque ça va de 0,3 à 0,7% dans les séries. Mais quand on regarde les patients qui ont fait cette complication, souvent c'était des patients diabétiques de type 2 qui étaient mal étiquetés. Il s'agissait des patients diabétiques de type 1, des patients qui présentaient un diabète de type LADA, ou alors des diabètes secondaires comme une pancréatectomie. Donc quand on prescrit un inhibiteur du SGLT2, il faut s'assurer qu'il s'agit d'un vrai diabète de type 2. Et comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Ça repose sur un faisceau d'arguments. Donc ça repose sur le fait que le patient ait ou a eu une surcharge pondérale, a une dyslipidémie type hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie, des antécédents familiaux de diabète de type 2. Et là, on peut, à ce moment-là, en fait, prescrire des inhibiteurs du SGLT2. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que ça suscite des questions? Merci Franck. Pourquoi elle faisait un régime cétogène? Elle faisait un régime cétogène puisqu'elle voulait perdre du poids. Donc du coup, le régime cétogène, c'est défini, alors ça dépend de quelle définition sur laquelle on se base, mais ça veut dire qu'elle apportait elle avait un apport en glucides inférieur à 20-50 grammes de glucides par jour. Et donc 20 à 50 grammes de glucides, c'est très peu. En fait, vous voyez le petit pain sur le plateau de l'hôpital, en fait, il fait déjà 30 grammes de glucides. Notre patiente, en fait, elle mangeait moins de 10 grammes de glucides par jour. Donc quand on pratique un régime cétogène, en fait, on peut produire des corps cétoniques. Donc en fait, le but de son régime cétogène, c'était de perdre du poids. Merci beaucoup, Franck. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour aller dans le sens de Jean-Michel. Je pense que la suite, c'était... Toi, tu as dit, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi pour la SGLT2? C'est plutôt, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi pour le régime cétogène? Et il y en a plein. Ouais. Et notamment la grossesse, l'allaitement, on a plein d'exemples où les mécanismes, en fait, sont complètement dépassés. Et qui plus est, quand on prend un traitement qui peut potentiellement aider à ce dépassement, il faut être vraiment vigilant, quoi. Voilà. C'était juste pour continuer là-dessus. Ok. Bon, merci beaucoup encore. Merci. On va accueillir maintenant Mathilde Brière pour le dernier cas clinique. Mathilde Brière qui est donc chef de clinique dans le service de pathologie thyroïdienne et tumeurs endocrines de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour à tous. Donc, je remercie le comité scientifique de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui ce cas clinique qui s'intitule « Un gros coup de pompe après chirurgie thyroïdienne ». Donc, il s'agit de Madame V, âgée de 38 ans, qui n'a aucun antécédent personnel, qui présente des antécédents familiaux thyroïdiens, donc avec une thyroïdectomie totale chez sa mère pour un goitre multinodulaire bénin, et un cancer thyroïdien opéré chez une cousine maternelle. Elle est infirmière de bloc opératoire à l'hôpital Saint-Antoine. Concernant l'histoire de sa maladie, donc en 2007, elle avait réalisé une échographie thyroïdienne dont je ne connais pas la raison, qui retrouvait des nodules infracentimétriques de 5 et 9 mm. Puis en 2018, cette échographie est recontrôlée, qui retrouve donc au niveau basilobaire droit un nodule de 18 mm, classé E-TIRADS 4, et au niveau isthmo-lobaire gauche, un nodule de 27 mm, classé également E-TIRADS 4, et donc qui sont représentés sur les photos de l'échographie. En regard, elle a une TSH qui est autour de 0,5 millilitres par litre, et donc dans ce contexte, une scintigraphie thyroïdienne à l'iode 123 est réalisée, avec une fixation autour de, donc à 12% et des nodules qui sont non autonomes. Elle a alors donc une première cytoponction de ces nodules en 2018, qui ne retrouve pas de caractère cytologique de malignité, et un aspect folliculaire non colloïde qui est dit à contrôler,
sans classification Bethesda sur cette première cytoponction. Donc elles sont recontrôlées en 2019, donc pour chacun des nodules, et classées atypiques de signification indéterminée Bethesda 3. Quelques mois après, le nodule lobaire gauche bénéficie d'une microbiopsie qui retrouve un nodule vésiculaire sans critères morphologiques de malignité, avec un profil immunohistochimique en faveur de la bénignité. Donc on part sur une surveillance de ces deux nodules jusqu'en 2021, où ces deux nodules augmentent de taille, avec à droite un nodule passé de 18 à 21 mm et à gauche un nodule passé de 27 à 33 mm. Et donc il est proposé de recontrôler les cytoponctions avec du NGS, donc Next Generation Sequencing, qui permet donc de rechercher les anomalies moléculaires des principaux gènes impliqués dans les cancers thyroïdiens en l'occurrence. Donc sur le nodule basilobaire droit, la cytoponction revient néoplasme folliculaire. Il n'y a pas de mutation, pas de gène de fusion. Et pour le nodule isthmolobaire gauche, la cytoponction revient atypique de signification indéterminée. Et sur le NGS, on retrouve une mutation sur le gène BRAF, donc située au niveau de la protéine en position 597, avec remplacement d'une leucine par un acide aminé glutamine. Et donc cette mutation est gain de fonction et est décrite comme oncogénique. Il n'y a par ailleurs pas de gène de fusion. Donc cette diapositive pour rappeler la tumorigénèse thyroïdienne avec la voie des MAP kinases principalement impliquées dans les carcinomes papillaires de la thyroïde, donc avec une transmission du signal qui va se faire par les récepteurs tyrosine kinase avec différents effecteurs, donc les protéines RAS, RAF, donc dont BRAF, MEC et ERK, qui va aboutir donc à la translocation dans le noyau et la modulation de la transcription au niveau de l'ADN de certains gènes. Donc la mutation BRAF V600E est une mutation qui est très fréquente, qui représente 60% des cancers papillaires et qui est spécifique du cancer papillaire, qui exclut donc les carcinomes vésiculaires. Et donc quand il y a cette mutation, le BRAF est constitutivement actif. Et donc il va y avoir une prolifération incontrôlée. La mutation qu'on a retrouvée chez notre patiente, donc L597Q, est également située dans le domaine tyrosine kinase de BRAF et donc est rapportée comme oncogénique dans des cancers, dans certains mélanomes, adénocarcinomes pulmonaires ou cancers colorectaux. En conséquence, notre patiente a été opérée le 21 janvier 2022 avec à l'anapathe 2 adénomes microvésiculaires remaniés de 13 et 25 mm, sans signe histologique de malignité. Les curages étaient négatifs et on retrouve sur l'anapathe une parathyroïde en regard du lobe gauche et 2 parathyroïdes à droite, dont l'une est intrathyroïdienne. La mutation donc, a été retrouvée sur le nodule après son exérèse, la mutation atypique de BRAF, et donc il y a une relecture vraiment ciblée à ce niveau-là et donc qui infirme il n'y a pas de carcinome papillaire. En post-opératoire, notre patiente rapporte une asthénie intense, une hyperesthésie dorsale haute et péribuccale, des paresthésies des extrémités, donc au niveau des mains et des pieds, des crampes et donc impossibilité de reprendre le travail. La PTH post-opératoire, donc immédiate, est basse à 8,4 nanogrammes par litre. Je n'ai pas de calcémie à ce moment-là. En post-opératoire immédiat, donc il y a le protocole du service de chirurgie qui la met sous cassite selon protocole et 1 alpha 0,5 microgrammes par jour. Elle est revue à 1 mois post-opératoire et les doses de calcidia sont majorées à 12 grammes par jour, 1 alpha 2 microgrammes par jour, chez une patiente qui est toujours très symptomatique. Donc elle est vue pour la première fois à l'IE3M à 3 mois post-opératoire et donc toujours énormément de symptômes. Et elle est alors sous calcidia 15 grammes par jour et 1 alpha 2,5 microgrammes par jour. Donc à ce stade, on lui propose donc de switcher pour du Forsteo, donc du tériparatide, 20 microgrammes par jour en avril 2022. Donc ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'à 3 mois post-opératoire, sa calcémie était à 2,50, mais elle venait de prendre un comprimé de calcidia, mais en tout cas, du coup, il n'y avait pas forcément de connexion entre sa calcémie qui était finalement normale à ce moment-là et ses symptômes qui étaient vraiment très invalidants. Sous Forsteo 20 microgrammes par jour, ses calcémies tournaient autour de 2 millimoles par jour, mais elle était toujours très très invalidée et donc majoration du tériparatide à 40 microgrammes par jour en juin 2022
avec à ce moment-là une calcémie autour de 2,3 millimoles par litre. Suite à ça, elle décrit toujours une asthénie vraiment invalidante, 2 passages aux urgences en 4 mois pour tétanie, des paresthésies. Elle ne peut toujours pas reprendre son travail et donc voilà, on se demande ce qu'on peut lui proposer. Est-ce qu'on est un peu aidé par le titre du topo? Donc on l'hospitalise pour mise sous pompe à PTH. Là, il y a le visuel de la pompe qui est une pompe omnipode comme on met chez les patients diabétiques. On a fait tout d'abord un cycle de calcémie donc, sans mise sous pompe et puis on pose la pompe omnipode au débit initial de 1 unité/heure, ce qui fait 30 microgrammes par 24 heures de tériparatide et qui est un débit qui avait été basé sur l'expérience de nos collègues du Kremlin-Bicêtre. Et donc on monitore les calcémies en faisant des cycles toutes les 4 à 6 heures pendant 48 heures. Donc on voit qu'au débit de 1 unité/heure, les calcémies augmentent assez rapidement. Et donc, on baisse au début progressivement, puis un peu plus rapidement le débit de la pompe pour finalement réussir à stabiliser les calcémies à un débit de 0,6 unités/heure, donc soit 18 microgrammes par 24 heures de tériparatide. Donc, je vais reprendre un petit peu la prise en charge en phase chronique de l'hypoparathyroïdie, avec tout d'abord donc, le traitement conventionnel. La PTH donc, a un rôle de 1-alpha-hydroxylation de la vitamine D pour la rendre biologiquement active. Et donc, en l'absence de parathormone, il faut substituer par dérivés actifs de la vitamine D. Ça va permettre de forcer l'absorption intestinale de calcium et de phosphate, avec comme contrepartie du coup de majorer l'hyperphosphatémie et l'hypercalciurie, puisqu'on n'a plus l'effet distal de la PTH sur le rein de réabsorption du calcium. Et donc, on a 2 possibilités dans les dérivés actifs de la vitamine D, soit le alpha-calcidol, qu'on connaît sous le nom de 1-alpha, qui est de la 1-alpha-vitamine D, qui a une demi-vie qui est plus longue que le calcitriol, qui est de la 1,25-OH-vitamine D, et qui doit se donner du coup en 2 prises par jour, du fait de sa demi-vie plus courte. Associé à cela, donc, on doit donner du calcium par voie orale. Donc c'est important dans les recommandations les précisées de bien évaluer les apports calciques alimentaires et d'essayer de donner le calcium de façon répartie sur la journée. Et donc on a 2 molécules principales, le carbonate de calcium qui est le plus souvent donné et qui contient 40% de calcium élément, donc il y a énormément de possibilités sur le marché. Les noms les plus connus sont cassite, caltrate, cassidose. Mais dont l'absorption est grandement aidée par l'acidité gastrique et donc on ne peut pas donner chez les patients qui sont sous IPP ou avec gastrite chronique, pour qui on préférera donner du citrate de calcium, mais qui contient moins de calcium élément et donc il faut donner plus de comprimés pour avoir la même dose de calcium. On substituera en vitamine D. Parfois, il peut y avoir besoin de traitement hypocalciuriant, donc de diurétique thiazidique à dose minimale efficace. Donc l'objectif chez les femmes, c'est d'avoir une calciurie inférieure à 6,25 millimoles par 24 heures et chez les hommes, inférieure à 7,5 millimoles par 24 heures. On supplémente en magnésium en cas d'hypomagnésémie. Et un autre pan très important du traitement de l'hypoparathyroïdie, c'est l'éducation thérapeutique, un peu au même titre que l'éducation thérapeutique en diabéto ou dans l'insuffisance surrénalienne, et donc bien informer les patients qu'en cas de stress intense, exercice physique, grosse chaleur ou à l'inverse, température très froide, ne pas hésiter à prendre du coup un comprimé de calcium avec un grand verre d'eau avant l'apparition des symptômes. Si jamais ce traitement conventionnel ne fonctionne pas, donc je vais revenir après quels sont les critères de non-fonctionnement, on a la PTH recombinante, tériparatide, qui est de la PTH 1,34, donc un fragment de la PTH 1,84, qui est prescrite hors AMM dans l'hypoparathyroïdie, et donc il y a l'AMM dans l'ostéoporose, et qui est à envisager en cas de calcémie basse persistante, en cas de dose de calcium orale supérieure à 2,5 g par jour ou de 1-alpha à plus de 2 microgrammes par jour, en cas d'hypercalciurie avec un retentissement rénal, donc lithiase, néphrocalcinose ou insuffisance rénale chronique, une hyperphosphatémie, dans les cas de malabsorption comme les cas de bypass gastrique, ou en cas de diminution de la qualité de vie. Donc il faut bien avoir en tête que cette parathormone a des effets anaboliques sur l'os trabéculaire en activant l'ostéoformation, c'est l'effet recherché dans l'ostéoporose,
Mais dans l'ostéoporose, il y a une durée de prescription qui est limitée à 2 ans. Et là, on part pour des traitements prolongés dans les cas d'hypoparathyroïdie. Suite à ça, quand on est face à un peu un échec du tériparatide en injection sous-cutanée, c'est positionné la pompe à PTH avec les premières descriptions de patients sous pompe qui a été faite en France par l'équipe du professeur Linglard en endocrinologie pédiatrique à Bicêtre. Et donc, le papier de Winner sorti en 2012 dans le JCEM a comparé 2 injections de tériparatide versus pompe à PTH. Et donc, il a été constaté une moindre fluctuation de la calcémie. Donc, on voit que finalement, la moyenne, donc en noir, c'est les patients sous pompe et en blanc, les injections. Et on voit que finalement, sur la moyenne de la calcémie sur 24 heures, c'est sensiblement pareil. Mais en fait, sur le nictémère, les calcémies sont beaucoup plus stables sous pompe que sous injection, avec les 2 pics qui surviennent peu de temps après l'injection de tériparatide donnée en 2 fois par jour. Donc, diminution de la calciurie aussi de plus de 50%, donc, comme c'est montré donc, en haut à droite. Une réduction de la dose de parathormone de 65% chez les patients qui sont sous pompe versus les doses qu'ils avaient avec donc, 40 microgrammes de parathormone. Une diminution des besoins en magnésium et une normalisation des marqueurs du remodelage osseux qui étaient augmentés avec 2 injections de parathormone. En reprenant un petit peu la littérature, donc il y a 20 cas rapportés dans la littérature chez des patients adultes, avec 85% de femmes, un âge moyen de 46 ans, une cause de l'hypoparathyroïdie post-chirurgicale dans la majorité des cas. Avant la mise sous pompe, la dose de tériparatide était de 64 microgrammes par jour en moyenne, donc en moyenne largement supérieure quand même à 40 microgrammes, donc 2 injections. Une majorité de pompes étaient des pompes omnipodes et la dose finale moyenne de tériparatide dans la pompe était de 20 microgrammes par 24 heures. Donc là, on a un début d'expérience sur la Pitié-Salpêtrière puisqu'on a commencé à mettre en place les pompes à PTH depuis février avec 3 patientes donc, qui en ont bénéficié jusqu'alors et des doses donc, dans la vie quotidienne qui varient de 24 à 45 microgrammes par jour. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en sortie d'hospitalisation, les doses sont souvent moindres et qu'elles sont réadaptées dans la vie courante avec les activités de la vie quotidienne qui nécessitent souvent en fait, une majoration des doses. Donc, un pan important de l'hypoparathyroïdie, c'est vraiment la qualité de vie de ces patients. Et donc, une étude a comparé le traitement conventionnel donc, par voie orale versus 2 injections de tériparatide par voie sous-cutanée. Et donc, c'était l'échelle du SF36 qui était utilisée. Et on voit que sur tous les paramètres, donc fonctionnement physique, social, les émotions, la santé mentale, la santé en général, tous ces paramètres étaient améliorés sous 2 injections de parathormone. Malheureusement, on n'a pas d'études sur la qualité de vie pour les patients sous pompe à PTH. Pas encore. Concernant les autres perspectives thérapeutiques, 2 molécules principales. La première, qui s'appelle Transcon PTH 134, qui est en fait la parathormone 134 qui est liée à une molécule de PEG, donc polyéthylène glycol, via un linker, donc une molécule de liaison. Donc la forme initiale est inactive et donc elle va être protégée par la molécule de PEG, protégée de sa dégradation. Et en conditions physiologiques de pH et de température, il va y avoir un autoclivage de la molécule de liaison qui va donc relarguer la PTH 134 et donc qui va être active. Et donc le principal intérêt de cette molécule, c'est d'avoir une demi-vie nettement plus longue, puisque la demi-vie est de 60 heures, alors que dans les injections Force Théo, la demi-vie est de 1 heure. Donc c'est le principal avantage, pardon. Et donc la deuxième molécule, c'est AZP 3601, ou énéboparatide, qui est donc une molécule hybride qui est l'association du début de la PTH, donc 1,14, avec de la PTH, une partie de la PTH-RP, et donc qui va se fixer de façon préférentielle à une conformation allostérique du récepteur de la PTH. Et cette conformation allostérique est présente principalement au niveau rénal et va permettre de maintenir en fait la forme active du récepteur et donc d'augmenter la réabsorption du calcium au niveau rénal. Donc pareil, avec un effet qui est des effets biologiques qui sont prolongés par rapport à la PTH 1,34 faite en injection sous-cutanée.
Donc ces deux molécules ont eu des essais de phase 2. Et là, il y a un essai de phase 3 qui va débuter et pour lequel le service TTE va faire partie. En conclusion, donc, la cause la plus fréquente d'hypoparathyroïdie, elle est post-chirurgicale. Donc c'est à toujours avoir en tête avant de poser l'indication d'une thyroïdectomie totale. La pompe à PTH constitue un réel espoir pour les patientes. Donc il y a une amélioration clinique et alors la qualité de vie, je l'ai mis là sur la petite expérience qu'on a, mais en tout cas, nous, les 3 patientes, revivent dans ce qu'elles nous disent. Alors, il n'y a pas d'AMM et donc là, on est face à un problème majeur tout récent puisqu'on ne peut plus obtenir de pompe omnipode puisque les prestataires ont reçu l'interdiction du laboratoire de nous fournir en pompe. Donc, voilà, c'est en cours. Enfin, on espère que ça va se débloquer dans les prochains mois. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur l'hypoparathyroïdie et donc des perspectives thérapeutiques à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathilde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des besoins différents dans la journée de PTH? Est-ce qu'il faut faire des débits différents selon vous? Oui. Donc effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. Pour l'instant, on ne l'a pas trop fait. Enfin, en tout cas, en hospitalisation, en plus, c'est vraiment pas les mêmes conditions que la vie réelle. Elles sont quand même bien au repos. Mais effectivement, ce qui pourrait sembler logique, c'est que les besoins soient plus importants dans la journée et moindres la nuit. Après, pour l'instant, on n'a pas encore le recul nécessaire. Et en tout cas, dans la littérature, ce n'était pas décrit. Mais voilà, à voir. À long terme, on a une idée sur l'effet osseux? Oui. Alors, donc, il n'y a pas énormément de choses. La seule chose qu'on sait, c'est que du coup, ça active l'ostéoformation. Donc, il y a eu des risques, un surrisque de tumeur brune qui a été retrouvé. Mais non, à très long terme, on ne sait pas. Et c'est effectivement le point de vigilance chez ces patients sous tériparatide au long cours. Je ne connais pas du tout le fonctionnement des pompes pour la parathormone. Donc, c'est une délivrance discontinue, j'imagine. Et avec laquelle fréquence? Alors, du coup, les pompes omnipodes, du coup, c'est le même principe que pour les pompes à insuline, du coup. Et donc, ça va être une délivrance continue avec un débit qui est modifiable. Là, pour l'instant, effectivement, on laisse sur le même débit pendant 24 heures. Mais il n'y a pas de délivrance pulsatile. Et ça n'aurait pas un intérêt que ce soit discontinu, compte tenu de ce dont je me souviens de la physiologie, puisque j'ai un peu shifté vers d'autres domaines. Ouais. Et dans ce cas-là, vous pourriez peut-être vous arranger avec les pompes à GnRH. C'est à ça que je pense à cause des ruptures de stock, là. Oui, mais effectivement, ça peut être une idée. Et ça peut être recherché. Merci. J'aurais une question concernant la calciurie de la patiente. Est-ce qu'il n'y a pas eu de retentissement rénal suite à la supplémentation? Donc si, effectivement, elle avait une calciurie qui était très importante sous ces doses de calcium et de 1-alpha qu'elle avait en traitement conventionnel. Donc elle a eu une petite dose de diurétique thiazidique. Mais voilà, donc il n'y a pas eu de retentissement. Non, par contre, elle n'a pas eu de lithiase et elle n'a pas d'insuffisance rénale non plus. Après, on était relativement quand même assez précoce dans la prise en charge, puisque là, elle s'est fait opérer en 2022. Donc là, on est à 1 an de la chirurgie. Merci. Merci beaucoup Mathilde. Moi, j'ai une question un peu au-delà de la PTH sur la prise de calcium. Du coup, je ne sais pas si je l'ai vu, celle patiente en hospice, mais je pense sur les modalités de prise entre pendant le repas pour l'absorption et en dehors des repas et le risque rénal. Je sais ce qu'elle m'a répondu, la patiente que tu lui avais dit, mais c'est intéressant que tu nous dises ce que tu conseilles du coup. Oui. J'étais un peu perplexe parce que j'avais bien retenu que c'était plutôt à distance des repas. Et là, dans les recommandations, il y a écrit que ça peut aussi être donné en même temps que le repas pour chélater aussi le phosphore. Donc voilà, c'était du coup peut-être pas le discours que j'avais parce que moi j'avais plutôt tendance à prendre à distance des repas.